Alors donc, je vous disais, on a quand même mis un paquet de temps à le trouver, le boson de Higgs. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer le cahier des charges euh, quand on a ce genre de recherche à faire. Donc, des recherches en physique des particules, il y en a plein. Ça, c'est un exemple. Elles sont toutes faites pareil. C'est-à-dire, on se pose un cahier des charges, on se pose un problème et puis on voit comment le résoudre. Alors, les particules, pas toutes, heureusement, sinon on ne serait pas là, sont instables. Alors, les stables, ça tombe bien, hein, protons et électrons dont on est fait, elles sont stables, tant mieux. Les autres sont instables, on va dire. Donc, pour les étudier, il faut les produire et les regarder vite fait quand elles se désintègrent. Alors, pour les produire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la formule de ce monsieur que vous reconnaissez là, monsieur Albert Einstein. La formule, tout le monde la connaît. Les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais tout le monde a entendu E égale mc2. En fait, c'est simplissime. C'est l'équivalence entre l'énergie et la matière. Énergie, masse. Ça veut dire qu'avec de l'énergie, je peux faire des particules, et avec des particules, je peux faire de l'énergie. C'est exactement ce qu'on fait dans nos collisionneurs de particules. On accélère des particules comme ça, on accélère un autre faisceau de particules comme ça. Donc là, j'ai de la masse, là, j'ai de la masse. Bing, j'ai de l'énergie, et de cette énergie, je peux refaire tout un tas d'autres particules, donc tout un tas d'autres petites masses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en collisionnant, donc il y a une image un peu plus salade de fruitesque, en collisionnant deux particules identiques, par exemple des fraises des bois, eh ben, je peux fabriquer, en y mettant l'énergie qui va bien, tout un tas d'autres particules. Ça veut dire que je vais pouvoir fabriquer, en particulier, le boson de Higgs. D'autres choses aussi qu'on étudie, des pommes, des bananes, non, en vrai, elles ont des noms plus barbares, hein, le Z, le X, le W. Et ce qui est chouette, c'est que ma grosse équation que je vous ai montrée tout à l'heure et qui était très floue et très moche, me permet de calculer ce qui va être produit dans ces collisions-là et dans quelle proportion. Donc en particulier, avec ma grosse équation, je vais pouvoir calculer dans quelle proportion je vais pouvoir produire le boson de Higgs. Alors c'est là que ça se corse. Ça a l'air super simple. Le problème, c'est que vous l'avez compris, E égale mc2, ça veut dire que pour produire une particule d'une certaine masse, il faut mettre l'énergie correspondante. Si je n'ai pas la bonne énergie, je ne peux pas tester la masse. C'est Lavoisier là pour le coup, hein. On remonte un peu dans le temps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là où on a un problème, c'est que la seule chose que ne dit pas mon super modèle, que j'arrête pas d'encenser depuis tout à l'heure, c'est la masse du boson de Higgs. Donc on est obligé, et c'est pour ça que ça nous a pris du temps, d'essayer avec l'accélérateur, les accélérateurs qu'on avait, ils nous donnent une certaine énergie, ça nous permet de tester une certaine masse, jusqu'à une certaine masse. On voit rien, on dit bah on va mettre une limite. Le boson de Higgs est forcément plus lourd que les masses accessibles avec l'énergie qu'on avait. Très bien. Donc on est obligé de construire des accélérateurs de plus en plus puissants, en tout cas pour la recherche du boson de Higgs. Et là où on en était, là en 2009, alors peu importe, retenez juste, si vous voulez le chiffre, ça c'est toujours mes unités de physicienne, on avait des limites à 114 GeV. En l'occurrence, on l'a découvert à 125. On ne s'était pas arrêté loin, mais on ne pouvait pas monter plus. Et donc voilà, on avait mis une limite. Il fallait donc un accélérateur qui nous permette d'avoir une plus haute énergie. L'autre difficulté, oh si, allez, je vous fais faire un peu de physique. L'autre difficulté, c'est, je vous ai dit, avec mon super modèle, je peux calculer dans quelle proportion je peux produire le boson de Higgs. Très bien. Alors, ce que vous avez là, c'est en gros la probabilité d'occurrence de certains processus physiques. Le tout venant, c'est-à-dire tout, c'est là. Et ça, c'est en fonction de l'énergie qui est donnée par les accélérateurs. Le tout venant est là. Un X de 120 GeV, par exemple, il est là. Je vous le dis, ça, c'est une échelle log. Ça veut dire que j'ai un facteur 10-10. 10-10 fois plus. Il faut que je me grouille de rater les 10 milliards de premières fois pour avoir une chance de produire un Higgs. Donc la deuxième contrainte qu'on a quand on cherche le Higgs, on ne savait même pas qu'il existait, on l'espérait très très fort, mais c'est non seulement il nous faut de l'énergie, mais aussi il nous faut une machine qui nous produise, qui nous permette d'avoir un nombre colossal de collisions, parce qu'il va y en avoir une sur 10 milliards, sur 100 milliards qui va être un boson de Higgs. Donc c'est ça le cahier des charges de la machine, beaucoup d'énergie et beaucoup de collisions. Alors cette machine qu'on a construite pas que pour le boson de Higgs, mais en particulier pour lui, je vais vous la présenter maintenant, c'est le Large Hadron Collider, donc le grand collisionneur de hadrons au CERN, qui est donc là pour créer ces particules qu'on étudie. Alors, le CERN, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est le Centre européen pour la recherche nucléaire. Donc maintenant, on ne fait plus que de la physique des particules, mais au début, c'était les noyaux qu'on étudiait. Donc il s'appelle encore historiquement le Centre européen pour la recherche nucléaire, et qui s'était donné comme mission, donc il a été créé dans les années 54, je crois, dans les années 50 en tout cas. Donc la recherche, fondamentale pour comprendre l'univers, la technologie, faire reculer les limites au service de cette recherche, et puis favoriser la collaboration entre les nations autour de la science, et par là même l'éducation avec la formation des scientifiques. Et les outils qui sont développés au CERN, c'est accélérateur et détecteur. Alors le CERN, c'est ce qu'on appelle en anglais, mais j'aime bien garder le mot anglais, une facility.
c'est exactement ça. Le CERN, il est là pour faciliter la vie des chercheurs et leur donner les moyens de faire leurs recherches. Et c'est un endroit génialissime. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, vue d'avion. Là, je crois que c'est l'aéroport de Genève. Le CERN, il est par là. Genève est ici, le lac Léman, les Alpes, près de vous, le Jura. Et donc, l'anneau, là, dont on va parler maintenant, le collisionneur, bon, il est à 100 mètres sous terre. Hein, le trait jaune n'existe pas. On l'a juste mis pour que vous vous rendiez compte. C'est un truc de 27 km de circonférence, comme ça, sur lequel il y a les expériences. Je vais vous le présenter un peu plus précisément. Le CERN, c'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble. Bon, il y a 20 États membres, hein, fondateurs, qui votent les décisions, etc. Mais c'est surtout, donc là vous voyez tous les pays du monde qui sont concernés par le CERN, mais c'est surtout 10 000 scientifiques visiteurs. Ça veut dire la moitié des physiciens des particules du monde viennent au CERN à un moment de leur vie, sur plusieurs années ou pour quelques mois, pour mener des recherches. Ça concerne presque plus de 600 universités et 113 nationalités différentes. Et c'est un endroit vraiment génial pour ça, parce que c'est que des gens qui ont des cultures, des langues différentes, des gens qui s'étriperaient en dehors du boulot, mais qui, au CERN, sont là pour bosser sur la même chose, avec la même passion, sur la même physique. Et c'est un endroit pour ça qui est absolument extraordinaire. Si vous avez l'occasion de le visiter, c'est très facile d'aller visiter le CERN. Faites-le, c'est vraiment chouette.